À la faveur de la Journée de la Terre, célébrée le 22 avril, les 5 pays du bassin du Congo ont tenu un conclave régional sur la préservation et l'exploitation de cette forêt d'Afrique centrale, deuxième puits de carbone du monde, qui fait face à de multiples pressions environnementales, économiques et sociales. Bonjour Damien Dosimaou Koyenga. Bonjour Madame Epoté. Depuis 2021, l'association Congo River, dont vous êtes le coordonnateur scientifique, milite en faveur de la protection et de la valorisation du fleuve Congo et de ses affluents, ainsi que pour la promotion du tourisme et de ses enjeux majeurs, à savoir la préservation de l'environnement et l'urgence climatique. Quel bilan faites-vous de vos actions 3 ans plus tard? Plutôt encourageant dans la mesure où après 3 ans d'expérience de terrain, nous avons eu la possibilité, en tout cas nous avons eu des motivations suffisantes pour entamer un cycle d'itinérance parce que en 2021 et 2022, notre activité phare, le festival Congo River, s'est tenu à Kinshasa, notamment sous la contrainte de la Covid. Et en 2023, nous nous sommes déportés sur la côte atlantique, Mwanda, dans la province du Congo central, ici en RDC. Et l'année 2024, nous tiendrons notre 4e édition du festival Congo River entre les deux rives, entre Kinshasa et Brazza, pour justement consacrer cette vision qui nous engage par rapport au bassin du Congo. Et donc, nous avons des raisons de continuer le travail et d'espérer et de répandre cet espoir. Lorsqu'on additionne la population de la RDC, du Congo, du Gabon, du Cameroun, la Guinée équatoriale, le bassin du Congo est peuplé de 185 millions d'habitants. L'extension des zones rurales sur la forêt, l'agriculture familiale et le développement des infrastructures vont accélérer le processus de déforestation. Comment sensibiliser les populations à ces enjeux? Dans la mesure où justement il y a l'équation à résoudre, à savoir celle de la préservation de la nécessité de protéger les ressources naturelles en face de l'exigence de la résolution des problèmes socio-économiques des populations. Ce qui des fois peut paraître antagoniste, c'est parce que justement les populations trouvent leurs solutions, leurs moyens de survie dans l'environnement. Et donc c'est à ce niveau-là que la sensibilisation devient importante dès lors qu'il y a lieu de permettre, d'accorder, de donner la possibilité, à travers la sensibilisation justement, aux populations locales de se saisir, de s'approprier les enjeux qui sont liés à la protection de l'environnement. Et donc, c'est la raison pour laquelle Congo River, en l'occurrence, s'appuie sur plusieurs canaux, notamment la communication, notamment l'éducation, la culture, notamment aussi la participation sur le plan scientifique et technique d'experts, d'opérateurs de divers horizons, sur l'approche écotouristique pour permettre justement à ces populations de s'approprier les démarches qui vont dans la conciliation de ces deux exigences. Et donc, c'est ça le cheval de bataille de Congo River, justement, et les espoirs sont permis dans ce sens au regard des résultats que nous sommes en train de récolter sur le terrain. Mais entre l'exploitation des ressources agricoles, le braconnage, la biodiversité et le couvert forestier sont très menacés. Certes, des réserves et des parcs ont été aménagés pour répondre à ces pressions, mais cela s'est fait sans associer les populations. Comment on fait face à ces défis et à ces enjeux socio-économiques dont vous parliez à l'instant? Mais justement, c'est la raison pour laquelle, entre autres véhicules, entre autres points d'appui de notre action de sensibilisation, nous prenons la culture, nous prenons les bonnes pratiques qui ont servi autrefois à protéger la forêt. Nous apportons aussi la dimension scientifique dans la mesure, par exemple, d'utilisation de moyens agricoles qui ne soient pas polluants, des moyens agricoles qui permettent une exploitation durable des espaces arables. Et donc, c'est par rapport à cette nécessité pour les populations locales de s'approprier tout ce patrimoine je veux dire éco-responsable, d'éco-responsabilité, afin que, à la fois, ces populations participent à l'exigence de la protection et en même temps soient impliquées dans les solutions qui leur apportent le soutien en termes d'opportunités économiques.
Mais ce qu'on entend souvent dans les différentes COP qui se succèdent, hein, tous les 2 ans, c'est qu'il est pour les pays africains à qui on demande de faire des efforts pour protéger la biodiversité, c'est qu'il est difficile de concilier développement et protection de l'environnement. Je crois que le défi, il est justement celui-là, mais dès lors qu'on a conscience, justement de ce que représente le patrimoine forestier, les patrimoines en ressources naturelles, je crois qu'il est tout à fait pertinent pour que l'action soit justement renforcée à l'endroit de différents, je vais dire, intervenants, notamment en termes de plaidoyer dans l'élaboration de lois vis-à-vis des législatifs, vis-à-vis des exécutifs, mais aussi vis-à-vis des responsables locaux, vis-à-vis des chefs traditionnels. Et c'est là donc que la pratique culturelle qui peut être enclenchée, la pratique culturelle qui peut être relevée pour participer à ce travail est tout à fait pertinente, justement, parce qu'à ce moment-là, c'est des éléments de leur propre patrimoine naturel qui sont mis en exergue et qui, justement, contribuent à faire ce travail de conciliation. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés à considérer que l'éducation, la culture, les cultures propres, autochtones, locales, sont un soubassement important parce que c'est le moyen le plus direct pour les populations d'accéder à la compréhension de ces enjeux. Mais par quelles actions, particulières la culture participe-t-elle à la préservation de cet écosystème? Eh beh, c'est la raison, pour laquelle, particulièrement, le conclave du bassin du Congo a été organisé, parce que justement, il y a ce que je pourrais appeler les éléments de communauté culturelle dans cette région dont vous avez cité les 5 pays, à savoir la RDC, le Congo-Brazza, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et donc, le travail a consisté au cours de ce conclave à faire remonter justement les meilleures pratiques, les meilleures idées qui puissent concourir à résoudre cette équation-là. Voilà donc le bien fondé de cet événement, de ce conclave qui s'est tenu du 22 au 24 avril et à Kinshasa et qui donc a permis de réunir des parties prenantes de toutes les origines pour pouvoir, si vous voulez, monter, pour pouvoir élaborer des cahiers des charges en mesure de prendre dans leurs différentes dimensions ce questionnement. Mais il y a quand même, monsieur Damien Ndozimao Kuyanga, des enjeux critiques, notamment la transparence, la lutte contre la corruption et la gouvernance effective. Est-ce que les États sont sur la même longueur d'onde que des associations comme vous? Nous faisons un travail de plaidoyer vis-à-vis des mesures qui sont prises par les législateurs et les législateurs, les gouvernements font partie, je vais dire, des parties prenantes, justement, lorsque nous devons nous réunir et il y a des recommandations pertinentes qui leur sont adressées. Il y a des plaidoyers qui partent de la base et qui sont remontés par notre canal vis-à-vis de ces différents responsables. Et donc, quand nous constatons sur le terrain les effets des changements climatiques, je crois que de plus en plus les populations prennent conscience et je crois que c'est en travaillant avec les populations qu'on a le plus de chances de pouvoir faire porter le message et prendre conscience à tous ceux qui ont la décision pour que les solutions idoines puissent arriver. C'est un travail de longue haleine, mais il est important que nous puissions le faire et les résultats sur le terrain sont encourageants. Du reste, lorsque nous voyons la dimension que nous sommes en train d'imprimer à ce que nous sommes en train de faire et l'intérêt que nous portent des organisations comme l'ambassade des États-Unis qui a financé ce conclave, je pense que nous avons des raisons de continuer à travailler là-dessus et de conserver l'espoir et aussi de transmettre l'espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais dans la réalité, on voit bien que les pratiques ont la vie dure. Les feux de brousse sont toujours pratiqués par les agriculteurs dans ces régions-là. Oui, c'est vrai ce que vous dites, madame, mais si nous voyons les chiffres,
Et si nous voyons aussi les autres activités qui sont menées en parallèle par d'autres organisations qui travaillent dans le domaine de la société civile, il n'y a pas que les questions de préservation de l'environnement, il y a aussi les questions d'agroécologie, par exemple, qui sont abordées avec de plus en plus d'enthousiasme. Il y a les questions de diversification de sources de revenus qui sont abordées aussi avec autant d'entrain. Et cela participe justement à réduire la pression sur l'environnement dans la mesure où les populations locales trouvent les solutions économiques à leurs problèmes. Et je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est en fait l'élément, je vais dire, le plus démobilisateur face à cette pratique autrefois plus que courante et que vous dénoncez de pression sur l'environnement par les feux de brousse, par l'agriculture sur brûlis et par le braconnage aussi. Et c'est donc comme ça, j'insiste pour souligner que les synergies qui sont en mesure et qui sont déjà en train d'être développées, non seulement au travers de la sous-région, mais aussi à travers des forums comme les forums qui nous a vus participer à Brazzaville au mois d'octobre, le sommet des trois bassins, bassin du Congo, bassin de l'Amazonie et bassin de Bornéo, Asie du Sud-Ouest, permettent justement de mettre ensemble des idées qui justement participent à la conquête de ces différents défis. Et comment gère-t-on, Damien Dosimao Kuyanga, les ressources halieutiques du fleuve Congo? Effectivement, les ressources halieutiques du fleuve Congo sont confrontées à une pression particulière en termes de pollution, notamment la pollution par le plastique. Et c'est comme ça, mais aussi par le dégazage des navires et bien d'autres, des questions de déchets de manière générale. Et donc, à ce niveau-là, lorsqu'on voit par exemple les inondations qui ont eu lieu depuis au mois de décembre et au mois de janvier en RDC, au vu de la mesure des catastrophes que cela produit, je crois qu'il y a de plus en plus de consciences qui sont interpellées pour que aussi bien le gouvernement que la population elle-même, que les acteurs des différents horizons, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les opérateurs culturels, que ce soit tout particulièrement ceux de la société civile, que les efforts soient conjugués pour que nous puissions avancer au niveau des résultats positifs. Damien Dosimao Kuyanga, je vous remercie. Je vous en prie, madame.